Attends, faut que je sois bien placé au niveau des lumières. Voilà. Est-ce que ça va? Ça va, vous avez passé 2 bonnes journées? Vous avez envie qu'on voit une belle keynote de fin quand même? Ouais? Ok, cool, ça tombe bien. C'est plutôt ce qu'a prévu Thomas. Est-ce que j'ai besoin d'introduire Thomas en fait? Je sais pas. Vous savez qui c'est Commit Strip? Vous aimez Commit Strip? Ah, ok. Bon, Thomas, je pense qu'ils t'attendent là. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Thomas! Salut tout le monde. J'espère que, comme l'a dit Jean-François, vous avez passé un bon DevFest et que vous avez passé 2 super journées. Alors, on est content d'être de retour au DevFest. Malheureusement, je ne suis pas avec Étienne parce qu'il y a quelqu'un qui l'a formellement reconnu tout à l'heure comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, malheureusement, il est entre les mains de la police écossaise actuellement. Apparemment, il y aurait au moins une empreinte qui correspondrait. Donc, je vais le faire tout seul, d'autant plus que en fait, Jean-François m'a donné carte blanche. Il m'a dit, bon bah écoute, ce matin il m'a appelé pendant que j'étais en train de dormir. Il me dit, bah, j'ai besoin d'une keynote de fin. Je dis, ok, je vais improviser quelque chose. Il m'a dit, tu peux y aller 3 heures, 4 heures. Donc j'ai essayé de faire une rétrospective sur les 3 dernières heures, un certain nombre d'années du web. Donc on va reprendre pendant les 3 prochaines heures toute l'histoire. Ah non, pas 3 heures. Bah, peut-être on peut faire en 2 heures. Non? Bon bah allez, on va faire une demi-heure. Une petite demi-heure. Est-ce que ça marche ça? Non? Bon voilà. Les 8 ans du web. Voilà, les 8 ans de web, d'Internet, de DevFest, de Comistrip et d'autres anecdotes plus ou moins importantes. Donc j'ai réalisé quelque chose en réfléchissant à tout ça. C'est qu'en fait, nous sommes en 2019. Et dans moins de 2 mois, c'est la fin de la décennie. Donc, fin des années 2010. C'est quand même notable, hein, effectivement. On se souvient des années 60, des années 80. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir des années 2010? Allez, dites-moi des choses. Qu'est-ce qui, dans votre tête, ce sont les années 2010? Rien? Si, dites-moi quelque chose. François Hollande? Ok, non? Les gilets jaunes, voilà. Bah, c'est précisément ce que j'ai prévu. Donc, voilà, bah, par exemple. Alors, on va commencer. Alors, par contre, il faut avoir en tête quelque chose d'assez étonnant, ou peut-être pas. C'est qu'entre 2010 et 2012, il ne s'est rien passé. Et donc, je vais commencer en 2012, année exceptionnelle, puisqu'il s'est passé quoi? Bah, la création du DevFest Nantes et la création de Comistrip. Donc, bon, c'est là qu'a vraiment commencé les années 2010. Donc, alors, 2010, 2012... Ah, voilà, donc j'ai retrouvé ça sur le web. Alors, il s'agit de l'Epitech, voilà. Et donc, c'est la première édition du DevFest Nantes. On applaudit, voilà, le DevFest Nantes, effectivement. Et donc, alors, à quoi ça ressemblait à ce moment-là? C'était quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des choses très intéressantes. On a du Android, bon, des choses... voilà, il y avait du AngularJS. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà touché à du Angular? Je ne pense pas, mais vous pouvez quand même lever la main, les quelques-uns. Non, je rigole, évidemment. Alors, Angular, première version, est sortie en quelle année? Première version d'AngularJS 2009. Voilà, 2009, la toute première version. Hein, mais c'est la 1.00 est sortie en juin 2012, c'est pour ça qu'on en parle, effectivement. Et donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Angular, que AngularJS, c'est une sorte de V1. Là où, effectivement, ensuite, c'est devenu Angular, qui aujourd'hui, la version actuelle d'Angular, allez-y 9, 8, bon, vous ne savez même pas, en fait, voilà. Tout à l'heure, je demande à quelqu'un, il me dit, c'est la 5 et tout. Je fais, non, bon, bah, non, c'est la 8.2.11 qui est sortie la semaine dernière, mais bon, on s'en moque un peu, peut-être, au final. Et ça, c'est la première planche de Comistrip en 2012. Voilà. Donc au-delà du sketch ici qui est pas excellent, mais en fait en soi, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle d'IE7 et de la debug bar. Peut-être certains peuvent imaginer ou se souvenir de ce que c'est que la debug bar sur IE7. C'est une époque où on a tout juste Chrome qui a plus ou moins des outils de développement, et puis Firefox avec Firebug. Voilà, bon, heureusement. Et puis quand on voulait débugger sur IE, on se débrouillait avec la debug bar. Bon, évidemment, c'était un peu catastrophique.
Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Pendant ce temps-là, en fait, il se trouve qu'Étienne dessinait sur du vrai papier. Alors ça peut paraître un petit peu marrant, mais effectivement, à l'époque, Étienne dessinait sur du vrai papier avec du crayon, et ensuite c'était scanné, ensuite c'était colorisé quand même sur ordinateur, et puis voilà, c'était mis en ligne. Donc là, c'était vraiment on va dire une méthodologie assez à l'ancienne, et effectivement, à un moment donné, quelques années plus tard, on a enfin pu se payer une vraie tablette, voilà, et on a pu dessiner à l'ordinateur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, vous voyez ce dessin que je vous ai montré à l'instant, là, qui est un petit peu, on va dire, moche, entre guillemets. On voit bien que ça ne ressemble pas. Et en fait, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Peu importe les textes, mais c'est pour bien voir la différence entre... quand vous regardez les premiers Donald ou les premiers Mickey, il y a un peu ça. Donc, ce qui est marrant, c'est Étienne dit souvent, apprendre un personnage, c'est comme apprendre, finalement, une langue. Et donc là, les personnages, maintenant, sont plus ou moins fixes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas qui que ce soit. Quand on a créé ces personnages, on a pris des stéréotypes qu'on avait dans le bureau, plus ou moins. Enfin voilà, bon, je vais revenir après sur les stéréotypes. Allez, pendant qu'on est sur l'année 2012, un petit rappel, bon, j'ai essayé de mettre les navigateurs qui à l'époque étaient sur le web. Enfin, c'est toujours plus ou moins le cas, mais à votre avis, il y avait combien de pourcentage d'IE en 2012? 31%. Combien de Firefox? Donc 30%. Chrome, 24%. Bon, Opera, je l'ai mis parce qu'on l'aime bien, mais bon. Ce qui est marrant avec Opera, c'est qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est immuable. Je pense qu'il y a 8 personnes qui utilisent Opera, quoi qu'il arrive. Non, Opera. Ah, il y en a 2 ici déjà, bon, c'est bien. Il ne reste plus que 6 à trouver. Et puis... Et puis la plateforme pour les enfants, donc Safari, donc 10%. Et ça, c'était avant un peu l'ère des smartphones. Hein. Rappelons-nous que tous les smartphones, ça existait déjà. Parce qu'on se rappelle, l'iPhone 1, c'était en quelle année, vous vous souvenez, l'iPhone 2007, ouais, dans ces eaux-là. Et donc, effectivement, bon, quand même, à l'époque, il y avait quand même des choses. Et alors, il y a une anecdote, je vais commencer avec un certain nombre d'anecdotes. Une qui n'est pas de nous, mais qui est quand même intéressante, c'est celle-ci. C'est en fait, les gens de YouTube avaient dit qu'ils voulaient tuer IE6. Et ils se sont réunis, ils se sont dit comment on va faire. En fait, on va mettre un bandeau sur IE6 qui dit aux gens arrêtez d'utiliser IE6. Donc, bonne idée a priori. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont fait sans prévenir la hiérarchie, parce qu'en fait, chez Google, personne n'utilisait IE6. Donc, en fait, ils l'ont fait, les ingénieurs de YouTube, sans prévenir leur hiérarchie. Et en fait, c'est simplement quand la presse a fini par faire des articles là-dessus que c'est remonté chez Google en disant c'est incroyable, pourquoi il y a ça, vous n'avez pas dit. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pour vraiment voir on va dire l'effort, l'impact de YouTube. Là, on voit bien que voilà, en 2009, en l'occurrence, le jour où ils ont mis ça, effectivement, il y a eu une baisse drastique d'IE6. Et donc, on peut dire, là, pour le coup, merci à ces développeurs de chez YouTube. Parce que peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, les barbus avec certains poils blancs, peut-être, ceux qui connaissent IE6. Parce que tout à l'heure, je parlais avec un jeune, je lui ai dit que tu ne connaissais pas la notion de pas Internet. En fait, nous, à une époque, il y avait Internet ou pas Internet. Désormais, à notre époque, il n'y a que Internet, la notion de pas d'Internet. Et il y avait une notion qui était IE6. Bon. Que aussi ils ne comprennent pas. Mais nous, le jour où, peut-être vous vous souvenez de ce moment où à l'agence ou à la boîte, vous avez décidé, ouais, on arrête le support IE6, c'est terminé. Nous, on l'avait traité comme ça. Voilà, une bonne fête. C'était vraiment un jour qui était vraiment cool. Parce qu'il n'y avait pas de PNG transparent sur IE6. Hein. Alors, pour continuer sur les anecdotes de Comic Strip, là, vous voyez que la strip, elle est signée WAC. WAC qui veut dire We Are Coders. En fait, il se trouve que là, on voit dans la vanity URL de notre page Facebook, c'est We Are Coders. Alors, l'anecdote, c'est qu'en fait, on a lancé Comic Strip, on se dit, tiens, on va l'appeler We Are Coders, c'est cool, ça représente ce qu'on est. Et puis là, aucun référencement. On avait beau poster des strips et tout avec Étienne, on se disait, bon, allez, on balance du contenu, ça va marcher. Et là, rien. On tape Coder, We Are Coders dans Google, rien, on remonte nulle part, pas de visite. On est en train de publier dans le désert. Donc on se dit, il y a un problème de référencement, c'est un nom trop générique, il faut changer. Très bien, alors on brainstorm et on finit par créer ce nom Comic Strip, un bon jeu de mots. Voilà, donc on est très content. Voilà. Et là, on balance nos strips, on met à jour et tout, et là, rien. Genre, je peux mettre Comic Strip entre guillemets, rien. Je me demande, qu'est-ce qui se passe, les gars Et en fait, au bout de quelques jours, je finis par comprendre quelque chose. C'est que, en fait, Comic Strip, on l'avait hébergé sur notre serveur de dev, sur lequel il y avait une petite règle à la con.
Donc c'est une histoire vraie, voilà, effectivement. Et donc du jour au lendemain, effectivement, ça marchait bien mieux quand tu enlèves ça. Voilà. Petite astuce de dev, voilà, je vous le dis. Et donc, en réalité, le petit pic, pour ceux qui nous ont déjà, le savent, qui l'ont déjà vu, mais en fait, c'est quand Next Impact, anciennement PC Impact, nous a fait un petit lien dans les liens idiots du dimanche. Et puis, bah, effectivement, tout de suite, on est passé de très peu de lecteurs à beaucoup de lecteurs. Donc, ça nous a lancé un petit peu. Donc ça, c'était l'année 2012. Et après, bon, on a fait un bouquin, genre de choses, bon, sur lequel je pourrais revenir. Et dernière chose sur 2012, une petite anecdote aussi, c'est qu'il y a eu une révolution technologique qui a complètement changé la face finalement de toute la technologie. C'est les Google Glass. Alors nous, on l'avait traité en se disant « Waouh, c'est génial, c'est ce truc, ce délire du futur et tout ». En rigolant en disant voilà, que notre sysadmin avait inventé les Google Glass, mais voilà. On va voir justement qu'au GDG, ils aimaient bien les Google Glass. Donc 2013, année suivante, regardons un peu ce qui se passe dans le programme. Ah, Google Glass, retour d'expérience. Bon, bah c'est bien. Et puis un autre petit truc où vous avez une nez creux, hein, c'est le Google Plus Signing. Là, donc voilà, effectivement, c'est facile de rigoler après coup, mais voilà, parce que vous inquiétez pas, dans 6 ans, quand je regarderai le programme de cette année, on va bien rigoler. Je vais le retrouver. Bon, alors du coup, on avance sur 2013. Petite anecdote, encore une fois, sur 2013. Moi, c'est l'année où j'ai eu la fibre optique. Hein, quand on passe de 5 mégabits à 95 mégabits, hein, ou de 10, aujourd'hui, ça paraît évident, mais voilà ce qu'on avait écrit à l'époque. On était très contents, simplement, de télécharger nos films de vacances à 95 mégabits seconde. Allez, on avance sur 2013. Alors, je crois que j'ai entendu tout à l'heure, et ça, c'est pas pour le coup, j'espère que vous n'allez pas rigoler parce que c'est pas une blague, c'est l'avènement du Node.js. Non, mais ne riez pas, parce que regardez ce graphe, qui représente les offres d'emploi concernant le Node.js par rapport aux autres. Et effectivement, la croissance que ça a pu avoir, j'ai trouvé ça sur Internet. Hein, donc, mais tous les graphes ressemblent plus ou moins à ça, pour le coup, c'est pas une blague, vraiment, c'est intéressant de se rendre compte comment Node.js a clairement vraiment eu un gros impact sur l'industrie. Et en fait, on voit bien que voilà, en 2013, c'est le moment où ça a vraiment commencé à décoller. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment une techno qui se développe très fort. Et alors, l'enjeu, pour nous, c'est d'expliquer à un nom de codeur comment ça existe le JavaScript back-end, en fait. Le problème du JavaScript qui, à un moment donné, est front-end, et ben non, là, c'est du JavaScript back-end. Donc, on avait traité ça avec notre chef de projet, ici, qui essaie de comprendre ce que c'est que le Node.js. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a du mal, des fois, à expliquer ce concept-là. Donc là, on est encore en 2013, on avance un petit peu. C'est l'année où on a compris que les usages de Chrome avaient décollé. Hein, un petit graphe ici des usages en France, où on voit que Chrome voilà, est en train de grimper et tout. Et c'est surtout l'année où on s'est rendu compte que la consommation de mémoire vive de Chrome était aussi en train de décoller. Donc on l'avait traité à travers cette strip qui est un peu plus connue, où effectivement la façon dont on va donner de la RAM à Chrome, et pour le reste, eh ben, voilà. Donc 2013, allez, on avance. On a une belle année qui vient devant nous, l'année 2014. L'année 2014, allons-y. Qu'avons-nous au DevFest? Alors regardez, on voit apparaître quoi? Le mot magique Docker. Très bien, on va en parler. On a encore du AngularJS. On a du Google Cloud Platform, bien sûr. Ça commence aussi à... Et donc, alors, parlons un petit peu, du coup, de... Ah, il y a un sujet qui n'était pas encore dedans, et dont je vais vous parler maintenant, en 2014. C'est la grande tendance de la VR, la réalité virtuelle. Et donc là... un sujet intéressant, c'est que cette année, c'est en 2014 que Facebook rachète donc du coup Oculus, que vous connaissez tous, pour 2 milliards. Et puis effectivement, nous, c'est encore quelque chose qui est finalement qui n'a pas explosé du jour au lendemain, et qu'on a traité nous récemment à travers cette strip sur finalement le fait que tu as beau essayer de faire des réunions comme tu veux, à un moment donné, le vrai problème des réunions virtuelles, des calls, c'est effectivement que tu ne te comprends pas.
Voilà. Et donc ça c'est vraiment en fait intéressant que c'est au début de ces années 2014. C'est en 2014, finalement c'était encore tout à fait le début. Même HTC Vive, ce genre de choses, ça n'existait pas encore. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez récent. Et on va voir justement qu'on va commencer à avoir des talks à propos de ça dans les futurs DevFest, enfin, dans les années suivantes. Et un autre sujet un petit peu d'actualité à ce moment-là, enfin qui est pas récent à ce moment-là, mais qui va provoquer plein de choses, le Bitcoin. Alors, en fait, ce qui est marrant sur le Bitcoin, c'est que, à ce moment-là, beaucoup de gens en parlent, et puis nous, on le traite de la façon suivante à ce moment-là, qu'en fait, à l'époque, vraiment, la blockchain, tout ça, peu de gens étaient capables vraiment d'expliquer ce que ça voulait dire. Et moi, à un moment donné, j'ai fait l'exercice de regarder, si j'avais acheté des Bitcoins au moment où j'en ai parlé sur Comistrip, combien j'aurais aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a tous fait ça, mais donc j'ai arrêté le calcul quand j'ai vu qu'il y avait un multiple de 100. Bon. Autre anecdote, 2014, rachat de la marque Beats by Dre par Apple. Vous vous souvenez, effectivement, ces casques audio qui ont été rachetés plus de 3 milliards par Apple. Et donc nous, on a fait cette strip, donc là qui était plus longue que d'habitude, en 8 cases, où on voit le fait que... voilà, vous comprenez l'idée, je ne vais pas la décrire. En gros, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais en fait, ce qui est marrant avec cette strip, c'est que historiquement, c'est peut-être celle qui a été la plus vue, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un sujet qui n'est pas foncièrement technologique, qui n'est pas de codeur ou IT. Et d'autre part, c'est une strip qui n'a pas de texte en tant que bulle et qui l'a rendue très internationale. Donc elle a été en top de Reddit, de 9gag et sur beaucoup de pages Facebook. Et on estime qu'elle a été vue peut-être par 10 à 20 millions de personnes, alors que d'habitude on parlait à quelques dizaines, voire dans certains cas des centaines de milliers de personnes. Donc c'est marrant de voir, c'est peut-être dans l'histoire de Comistrip celle qui a été le plus vue, même si encore aujourd'hui il y en a qui marchent très bien. Autre sujet d'actualité à ce moment-là, le problème des développements d'applications mobiles. Il faut se souvenir qu'en 2014, quand tu devais développer une application sur iOS et une sur Android, c'était un petit peu compliqué. Et voilà comment on avait traité ça à l'époque, en se rappelant que le problème de l'app native, et aujourd'hui, on résout ça de la même façon, non pas avec du PhoneGap ou du Accelerator, plus avec peut-être du React Native, mais c'est le même concept. Et ça, c'est pareil, c'est une strip qui avait très bien marché à l'époque. Allez, j'avance un petit peu sur 2015, parce que j'ai 2-3 anecdotes rigolotes sur 2015. Et on va commencer d'abord pour regarder le programme, donc des choses relativement classiques qu'on avait au DevFest. Et puis notamment, la première fois qu'on voit là du React, peut-être bien que c'est la première fois, et puis surtout, on a du machine learning. Ah, le machine learning, on n'est pas près de finir d'en entendre parler. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler d'une technologie qui est arrivée à ce moment-là, qui a quand même bien changé l'industrie, Docker. Alors effectivement, beaucoup de gens, évidemment, savent un peu l'histoire, fondée par Solomon Hykes, qui avait monté une boîte qui s'appelait DocCloud, puis qui est partie aux US, et puis au final, en 2012-2013, ça a commencé à prendre, et puis 2015, vraiment, c'était le moment où ça a commencé à bien prendre. Et alors, on se demande souvent pourquoi. Alors, regardez cette petite strip qui n'a rien à voir en soi avec Docker, mais qui parle du fait qu'en gros, c'est la galère pour le CSS. Bon, ça, je ne rentre pas là-dessus. Mais vous voyez qu'on dit, le plus long, ça a été de créer les images Docker pour déployer et scaler plus vite. Bref, on fait genre que le CSS, c'est plus compliqué que Docker. Voilà. Et là, que fait Docker en voyant ça? Il retweet notre strip. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Et là, à ce moment-là, Docker a décollé. Voilà. Alors, du coup, on discute avec Solomon, on dit, ouais, il faudrait peut-être éclater le truc et tout. Je fais, ok, t'inquiète pas, on va venir à DockerCon, on va les éclater. Voilà, allez, tac. On fait du dessin live et tout. On fait une petite BD en ligne, voilà, un truc sympa et tout sur Docker et tout. Donc là, immense. Tout le monde connaît maintenant Docker, non? Vous connaissez maintenant ce truc. Voilà. Par contre, là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas été, et puis c'est bizarre, mais ça marche pas bien. Coïncidence? Je ne pense pas. Non, mais je rigole, j'aime beaucoup Docker et j'espère que tout va bien aller pour eux. Et en tous les cas, voilà, ça c'était 2015. Alors ce qui est marrant aussi avec Docker, c'est que, et ça c'est une histoire vraie encore une fois,
J'étais un dinner speaker, peut-être pas au DevFest, mais ailleurs, ou peu importe. Et là, du coup, l'ambiance à table, sympathique et tout, mais je décide de troller un petit peu, de lancer un petit peu le sujet, tu vois. Et je leur dis un truc du genre, ouais, Docker, c'est juste une sorte de VM, quoi. Alors là, vous êtes sûr que là, on a relancé le débat pendant... et c'est une histoire vraie avec certains des speakers ici présents, dont je ne tairai le nom, qui ont des barbes et des cheveux longs. Voilà. Autre tendance qui commence vraiment à émerger, rappelons-nous effectivement qu'à l'époque, il y a des choses qui vous paraissent évidentes aujourd'hui, mais même le mot DevOps n'était pas tant que ça courant. C'était vraiment quelque chose qui est apparu à un moment donné. Et donc, on m'a demandé comment savoir si mon entreprise est DevOps ou pas DevOps. Bon, il y avait une façon simple de le résumer. Soit tu aimes les barbes et les barbus, soit tu les aimes pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on on l'a fait même peut-être avant 2015, cette strip, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'avait traité à l'époque. Alors on parle beaucoup de DevOps justement, de back-end, d'architecture et tout, mais il n'y a pas que le back-end, il y a aussi le front et le Flash. Alors Flash. On peut longuement parler de Flash, mais là j'ai une anecdote qui est assez marrante. Donc on avait posté celle-là. Donc en gros, on récapitule un petit peu une brève histoire de Flash. Et donc, il se trouve qu'en 2010, déjà, Steve Jobs avait fait un petit coup en disant « Non, pas de Flash sur iPhone et tout, terminé ». Et puis en 2015, Firefox commence à dire « Non, on arrête et tout ». Donc là, on se dit que c'est bientôt la fin, en fin de Flash et tout. Donc là, nous, on se réjouit, tel des gens qui n'aiment pas Flash. Et là, il y a un monsieur dont je tais l'identité, mais qui m'envoie un mail très énervé. « Salut, tu prends pas de pincettes, ton post sur Flash m'a saoulé, il est drôle, mais complètement biaisé. » Bref, je vous laisse parcourir le truc, mais c'est très drôle, enfin, c'est très drôle, pour nous. Bref, il est très fâché. Et à la fin, tu vois, on le voit à peine ici, mais il me dit, je me tape de la réponse, j'écris pour me défouler. C'est vrai, après tout, je me dis, pourquoi pas. Enfin, allons-y. Et c'est vrai que je ne reçois pas tant d'emails énervés de ça, parce qu'en général, je ne tape pas trop sur les choses. Mais là, et donc finalement, on s'est dit, bah tiens, il avait raison quand même, on va faire on va rendre justice, donc on a mis ça en strip à ce moment-là. Voilà. On s'est dit, bah tiens, on va répondre. On l'a mis en scène, bah finalement, il s'était quand même déchiré, le mec. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait Hater Celebration Day 1, et malheureusement, je n'en ai pas encore fait un deuxième, parce qu'il n'y a personne qui m'a envoyé d'autres emails. Donc si à un moment donné, envoyez-moi un mail d'énervé, quoi, faites quelque chose, je vais taper sur Angular ou je sais pas, sur quelque chose, mais bon, il faut y aller parce que bon, c'est vrai que je suis pas trop trollé en fait. Je fais une aparté en disant que quand même on est une industrie où on n'est pas trop trollé. Enfin, peut-être vous le voyez pas comme ça vous, mais moi dans les commentaires de Comic Strip, je suis sérieux, hein, je dis que globalement c'est cool parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'énervent. Bon, restez comme ça, hein, parce que bon. Ah, alors justement, c'est la fin de Flash, plus ou moins, et donc il va venir quelque chose de gros derrière, c'est la suite de Flash, donc la bataille des frameworks JS. Donc à l'époque, on avait commencé à résumer la situation de façon simple. Donc comment ne pas louper le train du JavaScript. Donc ça, c'est les chiffres que j'avais plus ou moins collectés en 2015. D'ailleurs, point de vues en vue. Voilà. Voilà. Mais voilà, Vue va arriver, et donc on voit à l'époque, voilà, même Angular 2, on l'attendait, on ne savait pas trop ce qui allait se passer et tout, et qu'encore à l'époque, jQuery, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de sites avec du jQuery. Mais voilà, de plus en plus, aujourd'hui, on parle d'Angular, de React et de Vue, mais je vais y revenir dans quelques instants, puisque là, on est encore en 2015, ce n'est pas encore la grande bataille des frameworks. Alors allons-y, avançons en 2016. 2016, allons voir un petit peu ce qui se profile sur le DevFest. Donc on a des choses du GraphSQL, du Haskell, personne ne fait ça, mais ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre le web de dès maintenant, j'avais trouvé ce jeu de mots pas bon. Désolé Jean-François. Mais regardez ce qu'on a, oui, on commence à avoir du Jenkins, du Continuous Delivery Pipeline, du GitLab CI. Ce qui est intéressant, ce concept-là, et là je dis sérieusement, c'est vrai que ce concept qui paraît évident et pour certains assez vieux, mais non, c'est des choses qui sont nées relativement récemment. Il y a encore beaucoup de boîtes qui sont en train de mettre en place leur Continuous Delivery.
Et finalement, c'est intéressant de voir que ça a commencé là, début 2016. Donc une autre, là je fais un petit peu l'aparté sur du ComiStrip, un petit peu une anecdote sur les traductions. Ça arrivait en 2016. En fait, à l'époque, on n'avait qu'un seul compte ComiStrip sur Twitter. On en a eu un deuxième, et donc on les a séparés en deux. On a fait un ComiStrip FR, un ComiStrip anglais. Il y avait un mec qui avait dit, tiens, moi je vais créer le compte dédié à l'anglais. Et il nous l'avait filé, donc très sympa. Et il y avait déjà X milliers de followers, donc au final, on s'était trouvé avec 2 comptes Twitter. Très bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le combat et qui ont commencé à en créer d'autres. Donc Turquie, Iranien, voilà, on ne connaît pas. Et puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un mec qui a créé un compte russe sur VKontakte et qui a des milliers de followers. Alors attends, où est-ce qu'il est? Alors ouais, le mec, voilà. Il a créé la page Twitter, enfin pas Twitter, mais VKontakte de ComiStrip. Il a tout traduit, on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et le mec reprend chaque strip et il est traduit. Genre, il est quand même, et donc, d'ailleurs, je lui ai envoyé un mail. Après, il m'a envoyé un mail en disant ouais, c'est cool ce que vous faites. Je fais ouais, super et tout. Et là, j'ai reçu un erreur d'email non deliver. Bon, bah, le mec n'existe même pas, quoi. Enfin, c'est la Russie, quoi. Du coup. Et alors d'ailleurs, cette année-là, on a eu la strip qui est, alors tout à l'heure, je vous ai dit, la plus vue, probablement celle de Beats, et une qui je pense que par rapport au nombre de vues, c'est celle qui a été le plus likée, c'est celle-ci, puisqu'elle parle un petit peu vraiment d'un côté qui aime bien les codeurs, donc le terminal. Donc, je vous laisse la relire, qui est probablement celle qui a été le plus likée de l'histoire de ComiStrip. La fameuse ligne de commande. Et donc ça c'était en 2016, ouais, effectivement cette strip qui a été publiée, et donc la GUI c'est pour les noobs, voilà. J'avance, autre tendance de 2016, un sujet très important, un mot qu'on va voir venir, donc un peu dans l'idée du cloud, c'est le serverless. Alors ce qui est marrant avec le serverless, c'est qu'il y a plein d'articles qui se mettent en place, voilà, il y a des gens qui comprennent bien que c'est un espèce de buzzword qu'on va mettre en place et tout. Et nous, comme on l'a traité à l'époque, c'est vraiment sur le côté, un peu comme le cloud. Il n'y a pas de cloud, c'est que l'ordinateur d'un autre. Le serverless, ça reste en fait des serveurs et des câbles. Petite bataille, la suite de la bataille des frameworks JS, juste un petit mot là-dessus, parce qu'en 2016, on avait relaté un petit truc, et effectivement, on va commencer à voir poindre en 2016 des gens qui vont devoir convertir un applicatif React ou Angular en React ou Angular. Alors là, c'est un nouveau problème qu'on s'est créé. Voilà. Effectivement, et encore, je passe sur les gens qui doivent convertir du Angular 5 en Angular 8. Bon, si c'est compliqué, je ne sais pas. En tous les cas, en 2016, deuxième chose qu'on a fait, c'est notre deuxième livre, The Rise of the Coders, qui a aussi bien fonctionné. Alors, on continue sur 2017, et on regarde un petit peu. Alors là, j'aime bien le programme du DevFest, puisqu'on a quand même pas mal de bons mots. On a de la blockchain, on a du Vue, on a du Angular, on a du chatbot du Google, parfait, et on a même du deep learning. Là, je pense qu'on a tout coché. C'est bon? La Tatooine, c'était bien. Et donc, justement, en 2017, les assistants vocaux. Donc, 2014, Alexa est sorti aux US, 2017, Google Home. Et donc, on avait traité la situation comme ça, où on voit effectivement le problème que les interrupteurs, on ne veut plus les utiliser, mais bon, en réalité, le Google Home ne fonctionne pas exactement comme on le voudrait. Et donc, au-delà de ces assistants vocaux qui commencent à être installés partout, on se rend compte que les journalistes, eux, décident de ne plus utiliser le mot algorithme. Ils décident d'utiliser le mot IA. Voilà. Dès qu'on lance un logiciel, c'est plus un algorithme ou un logiciel, c'est une IA. Bon, je précise que ça, c'est fake, c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, on ne parle plus d'intelligence artificielle, et d'ailleurs, même si entre nous, on sait très bien que l'intelligence artificielle, c'est avant tout beaucoup de if. Ouais. Et d'ailleurs, blague à part, effectivement, il se trouve que c'est un peu ce sur quoi je travaille. Je travaille beaucoup sur les chatbots, les voicebots, tout ce qui est intelligence
on va dire, reconnaissance langage naturel. Et ce qui est intéressant avec les chatbots, avec justement cette interface conversationnelle, c'est la façon dont ça va finalement changer la façon dont les humains vont discuter avec la machine. On va retrouver une interface conversationnelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand tu mets des humains face à la machine et qu'enfin ils peuvent lui parler. Voilà. Ça, c'est une pure exaltation de l'humanité. Voilà, on peut discuter avec la machine, ça fait plaisir. Alors en 2016, un peu moins rigolo, non, 2017, pardon, Firefox 57. Alors pour vous, ce n'est qu'un chiffre. Mais Firefox 57, en fait, à ce moment-là, pour eux, c'était un milestone important. C'était en mode, on va faire peau neuve, on relance le truc. Donc c'est 2017. Hein. Et c'est vrai que c'était pas mal. Pour ceux qui s'en souviennent, à ce moment-là, il y a un certain nombre de développeurs qui ont fait le switch. Ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, Chrome, ça va, mais là, il est bien, le nouveau Firefox, on y va. La réalité, c'est que finalement, la décroissance de Firefox n'a pas vraiment baissé. Et malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré tout ce qu'on a pu vouloir, bah, voilà, on ne sait pas pourquoi les développeurs n'ont pas switché sur Firefox. En fait, on le sait tous, parce qu'il y a des trucs simples, il y a des outils de développeurs, mais voilà, c'était une façon de se rappeler que notre bon vieux Firefox qui nous avait sauvés d'IE6, bah, finalement, on ne l'utilisait plus. Donc ça, c'est 2017. On va voir tout à l'heure que c'est toujours plus bas. Alors là, j'ai un autre sujet un peu plus touchy, mais qui est important. C'est sur l'égalité homme-femme, donc dans notre secteur. Et donc, il se trouve qu'en 2017, j'ai posté, je dis à chaque fois je, mais c'est bien sûr moi et Étienne, nous avons posté une strip qui relatait le premier épisode de Mister Robot. C'est une série que vous connaissez peut-être. Qui connaît Mister Robot? Voilà. Voilà. Donc, vous connaissez bien. Et donc, on a balancé cette strip. Donc, en gros, je vous laisse la relire rapidement, mais dans le premier épisode de Mister Robot, on voit une espèce de tag des DOS ou je ne sais plus, et on a l'impression vraiment que c'est bien fait, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une action et tout, alors qu'il est simplement en train de gérer des serveurs, quoi. Enfin, en termes d'action, on a vu mieux, quoi. Mais c'est bien retranscrit, et on voit nos codeurs et sysadmins qui sont vraiment stressés. Et là, effectivement, la petite copine du codeur dans l'histoire, on comprend qu'elle ne comprend rien. Et en fait, du coup, ça a attiré des remarques, à juste titre, qui ont dit, bah, regardez, vous faites du sexisme parce que la fille, ici, ne comprend rien. Et donc, notamment, un développeur qu'on aime bien, Jérôme Petazzi, qui nous rappelle à l'ordre, certains qui nous écrivent des choses et tout, c'est intéressant d'en discuter. Et en gros, l'idée, c'est de dire, bah, nous déjà, évidemment, le point, c'était de dire, la femme, la copine du sysadmin, elle ne comprend pas l'épisode, non pas parce que c'est une femme, mais bien parce qu'elle n'est pas tech. Ce qui est effectivement, on aurait pu inverser le truc, ça aurait pu être une femme tech et son mec mari ne comprennent pas l'épisode. Là, en l'occurrence, on l'avait illustré comme ça. Donc c'était néanmoins un bon rappel à l'ordre, parce que c'est assez facile de faire dans ce sens-là, notamment parce que nous, on a créé Comic Strip avec que des personnages masculins, non pas parce qu'on n'avait pas fait l'effort de réfléchir, mais parce que d'ailleurs dans notre bureau à nous, dans mon bureau, il n'y avait que des développeurs. En 2011-2012, il n'y avait que des hommes. Et donc, néanmoins, ça a été une bonne remarque, puisque juste après, on a fait cette strip qui se lit 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ligne, où en gros, j'inverse. Je dis effectivement, l'homme, là, effectivement, on se met à la place de la femme. Qu'est-ce qu'elle pourrait, on va dire, ressentir en tant que personne féminine. Voilà. Ce qui est assez violent, en fait, effectivement, quand on le relit comme ça. Tiens, tu codes bien, toi, pour un homme, c'est vrai que ça fait drôle à entendre. Et puis regardez, il a un t-shirt Boys for Tech, donc on se dit, ouais, il prend le combat. Et donc, c'était une bonne occasion de se rappeler ça et d'en mettre ça sur le tapis. Donc, c'était aussi l'occasion pour nous de se dire, bah voilà, c'est l'occasion ou jamais, de créer un personnage féminin. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, donc en 2017. Et vous avez fini de lire? C'est bon? Donc, on a créé notre codeuse. Et donc, qui est une front-end développeuse, non pas parce que voilà, c'est une fille, mais simplement parce que les autres codeurs étaient déjà pris, enfin les autres places étaient déjà prises. On a donné le poste de front-end développeuse à cette jeune fille, donc rappelons-nous qu'ils n'ont pas de prénom, hein, ce sont la codeuse, le codeur, le sysadmin, le CTO. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui d'ailleurs aujourd'hui continue, on continue à être exigeant, comme on l'est tous aujourd'hui dans l'industrie, à faire attention à ça.
Autre anecdote de 2017, le SHA-1. Donc, vous vous souvenez peut-être, il y a eu une collision qui avait été calculée a priori par les équipes de Google, oui, c'est ça, je me souviens bien. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on en a fait une petite strip en disant attention, SHA-1, bon, bah, c'est terminé. Donc voilà, branle-bas de combat, ils ont trouvé une collision SHA-1. Et donc, le petit bon mot, ça veut dire que nous, on n'utilise pas SHA-1, mais MD5, bien mieux. Et donc, ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est qu'ensuite, l'équipe qui a prouvé ça, qui a écrit un papier académique, nous envoie un email en nous disant « Est-ce qu'on peut mettre la strip dans notre papier académique ?» Donc, c'était cool. Voilà, à ce moment-là, on se dit « Bon, effectivement, c'est l'occasion de renvoyer un petit peu la balle. » Donc, c'était sympa, et effectivement, ils ont pu l'intégrer. Donc là, c'était en 2017. On avance, il n'y en a plus pour très longtemps. 2018. Et là, on arrive sur, oui, alors au DevFest, on a quoi? On a du Vue.js dans GitLab, parfait. On a du Kotlin qui arrive, du TensorFlow, voilà. Et là, on rentre dans les sujets qui fonctionnent bien. D'ailleurs, à ce moment-là, on va voir l'année d'après qu'effectivement, on a de plus en plus de buzzwords dans les conférences, mais voilà, je ne vais pas le traiter maintenant. Mais par contre, en 2018, j'ai une autre anecdote assez rigolote. Voilà une strip relativement banale, qui est en fait une strip qui date de 2014, je pense, en réalité, où on voit qu'on illustre le fait d'être constamment harcelé par les notifications de Facebook, de Twitter, même de Messenger, enfin peu importe quel est. Et donc, on illustre simplement ça comme ça. D'ailleurs, et on voit derrière un petit truc qui nous fait rire, hein, il y a un logo YouPorn. Voilà. Ça nous fait bien rigoler. Ça nous fait rigoler, et puis en fait, à un moment donné, il y a une maison d'édition de livres scolaires allemands qui nous envoie un mail. On veut imprimer sur 250 000 bouquins votre strip, là, avec... Alors nous, on se dit... en plus, ils ont trouvé ça sur un pauvre site qui reprend notre contenu, donc on se dit, ah ouais, tiens, c'est rigolo et tout. Peut-être qu'on ferait bien enlever le logo YouPorn, quand même. C'est quand même un bouquin de... Alors, on se dit, allez, non, laisse tomber. Et on balance ça aux Allemands, quoi. La strip avec le... Et donc on se dit, peut-être que quelqu'un va le remarquer, ou peut-être ça va passer inaperçu. Et en 2018, qu'est-ce qu'on voit sur NameGag? En top de NameGag, un petit malin avait repéré le truc. What is next to Google+? Ouais, il y a Google+, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà. Donc là d'ailleurs j'ai reçu la semaine dernière c'est une histoire vraie, hein, j'ai reçu un mail d'une maison d'édition au Chili qui veut imprimer autre chose, et je crois qu'il y a celle-là aussi, et je pense que je vais la laisser, et on verra, sur les livres. Alors, 2018, l'année aussi où c'est parti en vrille sur la navigation mobile, voilà comment on l'a traité, ce fameux sujet, hélas, hein, qu'on déplore tous. Et je le dis avec plutôt de sérieux, parce qu'effectivement, la navigation mobile est partie en vrille depuis 2 ans, 3 ans, et même sur desktop en réalité. On a du mal à sortir de ça. Ce sera peut-être bien qu'on trouve une solution en tant que développeur aussi à ce problème. Qui est, en fait, on ne peut pas regarder une page sans se faire harceler. 2018, la JS fatigue. Alors en fait, ce qui est marrant avec la JS fatigue, c'est le principe, comme vous le comprenez tous, qu'on en a marre du JavaScript. Mais bon, voilà, on nous parle de React, on nous parle de Vue, d'Angular, et du coup, quand je parle à des développeurs front-end, effectivement, comment ils gèrent leur fatigue JS, comment ils font, parce que tout le temps, et tout, c'est compliqué, il y a trop de JS et tout, bah, ils me disent non, mais le JS, c'est bien. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas trop de JS, tout va bien. Et donc, on arrive en 2019. 2019, l'année, effectivement, où là, au DevFest, bah, c'est cette année. J'ai bien fait un bon screenshot, c'est bon. Donc, on a quoi? On a du serverless, on a du framework, on a du React Native. Et ça m'a fait penser à cette strip qu'on avait traitée, où comment choisir ton bon talk, où aller. Ben voilà, c'est ce genre de talk où tu as tout ce qu'il faut.
2019, alors c'est l'occasion de faire maintenant la fin de ce qu'on a commencé au début, c'est de se rappeler où on en est aujourd'hui. Eh bien, IE plus Edge est à 6%, selon, après on peut toujours discuter les chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur. Firefox est descendu en dessous des 10%. Et donc, finalement, on n'a pas réussi d'une façon ou d'une autre, l'industrie, nous, Mozilla, à faire en sorte que ça reste face à Google. Et donc là, effectivement, je parle de chiffres globaux qui incluent aussi le smartphone. C'est pour ça que Opera, ils sont toujours là. Quant à Safari aussi, ils ont gagné en part de marché, mais grâce à l'iPhone. Donc c'est intéressant de l'avoir en tête qu'effectivement, probablement, à ce rythme-là, Firefox va descendre sous les 5% dans quelques années et va devenir vraiment très marginal. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite ou pas? Voilà, c'est à garder en tête. Dernière chose que j'ai vue aussi en 2019, c'est sur le recrutement. Plus que jamais, j'ai l'impression vraiment que notre industrie, nous les développeurs, entre guillemets, il y a vraiment un avantage aux développeurs. C'est-à-dire que c'est lui qui va, dans bien des cas, alors peut-être vous n'allez pas vous y retrouver, selon c'est pas la même ambiance à Nantes, à Paris ou dans d'autres villes, mais toujours est-il que j'ai toujours l'impression que le développeur, lui, a quand même, c'est lui qui mène un peu la danse, qui va choisir son poste. Il a plutôt le choix de son poste plutôt que l'inverse. Et donc, on a illustré ça il n'y a pas très longtemps, en mode voilà, où le codeur il voudrait tout avoir dans chacun de ses postes. Et ça, c'est vraiment une tendance que je vois, où on pourrait vouloir avoir tout dans un seul poste. Et on n'est jamais content au final, malheureusement. Ou alors ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, ils se sont dit, bah, tiens, je vais devenir codeur. Donc, on a les fameuses écoles de code qui se créent, que je trouve très bien par ailleurs, mais d'une certaine façon, voilà, où on essaie de devenir développeur en très peu de temps. Et ça m'a fait penser à un truc que j'avais vu sur Quora, où il y avait un mec qui disait, bon, on va pousser le truc au fond, voilà, comment je peux devenir codeur en une nuit, allez. Et il y avait un mec malin qui lui a dit, écoute, mon bonhomme, pôle Nord, 6 mois, 2 nuits terminées, voilà. Par ailleurs, sinon, il y en a d'autres qui, du coup, je la mets parce qu'elle a très bien marché, cette strip, mais elle n'a pas vraiment trop de rapport, mais c'est plus les gens qui, à un moment donné, ont carrément plus rien à faire, bah, ils vont créer leur propre langage, comme notre brave sysadmin ici, qui décide de créer le Python script. Et j'attends que quelqu'un crée le Python script, qui sera au Python ce que le JavaScript est au Java. Donc, c'est peut-être la strip, d'ailleurs, qui a le mieux marché en 2019 sur Comistrip. Donc je fais appel aux Python... Comment on dit, les Pythonistes Bon, bah on dit pas, d'accord. Allez, et du coup je conclus cette petite présentation par quelques mots sur 2020. Voilà. Donc d'abord, il peut y avoir les développeurs front-end que certains d'entre vous sont, qui vont avoir un doute sur leur futur. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas devenir les parias du web parce que Angular, React ou autre va devenir comme Flash et qu'il ferait mieux de devenir DevOps? Peut-être qu'en fait, à vous, développeurs front-end, peut-être vous devriez faire ça. Ou alors, inverse, c'est à vous, développeurs back-end, voire sysadmin, peut-être que le CSS va gérer directement tout et que vous feriez bien de vous y mettre tout de suite. Et pourquoi pas des conteneurs dans CSS, hein? À un moment donné, je dis pourquoi pas. Vous voyez, la codeuse, là, elle est en train de gagner le game, là. Mais le truc, c'est que quoi qu'il en soit, qu'on soit dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, quoi qu'il en soit, quand vous aurez des bugs, ce sera toujours la même chose, le cache. Merci à tous, à bientôt.